Tout semble calme en apparence, mais sous la surface, l'Europe tremble. À Bruxelles, les couloirs du pouvoir bruissent d'inquiétude, l'Union européenne vacille entre ses ambitions vertes, ses défis économiques et une réalité énergétique qui la rattrape. Ce soir-là, derrière les portes closes du Conseil européen, les dirigeants ont débattu d'un sujet explosif, la compétitivité de l'Europe. Face à la Chine, face aux États-Unis, face à elle-même. Une voix s'est alors élevée, celle d'un Premier ministre décidé à briser le consensus. Il a dénoncé ce qu'il appelle l'autodestruction idéologique de l'Union. Dans ces mots, un avertissement, l'obsession de la Russie ne doit pas nous conduire à nous nuire à nous-mêmes. Une phrase lourde de sens, prononcée au moment même où l'Europe s'apprête à franchir une nouvelle étape dans sa politique de sanctions. Derrière les sourires diplomatiques, une fracture grandit, celle entre les idéaux et la réalité, entre les grandes déclarations et les conséquences concrètes pour les peuples européens. Car pendant que les textes se signent, les usines ferment, les factures explosent et les citoyens doutent. L'Europe cherche son souffle, tiraillée entre principe et survie. Que s'est-il vraiment dit à Bruxelles? Pourquoi certains pays osent-ils désormais dire non, même au risque de l'isolement? Et surtout, vers quelle Europe allons-nous? Celle des convictions ou celle des contradictions? Bienvenue sur l'Essentiel Mondial, la chaîne qui décrypte le monde avec clarté et perspective. Ne partez pas maintenant, la suite va vous surprendre. Regardez la vidéo jusqu'au bout, partagez-la autour de vous, et laissez votre avis en commentaire parce que comprendre le monde, c'est déjà commencer à le changer. Merci pour votre attention et votre fidélité. Chers amis, je vous adresse un bonsoir tardif depuis Bruxelles. Nous venons tout juste d'achever notre réunion du Conseil européen, au cours de laquelle s'est tenue une discussion approfondie sur la compétitivité de l'Union européenne. Nous partageons tous le constat que, face à la Chine ou à d'autres puissances, l'Europe est désavantagée par le coût élevé de l'énergie et par des objectifs climatiques trop ambitieux. Malgré cela, de nouvelles réglementations continuent d'être adoptées, comme le programme REPowerEU, qui prévoit qu'à partir du 1er janvier 2028, toute importation de gaz russe vers l'Union sera interdite. Concrètement, cela risque d'entraîner une pénurie de cette ressource essentielle et de provoquer une hausse supplémentaire des prix. La Slovaquie a eu raison de voter contre ce document idéologique. Notre obsession vis-à-vis de la Russie ne devrait pas nous pousser à l'autodestruction. Malheureusement, notre opposition n'a pas suffi à bloquer le texte, la majorité qualifiée étant suffisante pour son adoption. De même, il était juste de ma part de conditionner l'approbation du 19 paquet de sanctions contre la Russie à l'intégration de nos propositions dans les conclusions du Conseil européen d'aujourd'hui. Grâce à cela, nous avons réussi à inclure une instruction adressée à la Commission européenne, l'invitant à accélérer ses travaux pour réduire les prix de l'énergie et à présenter des propositions concrètes dans les plus brefs délais. Une attention particulière devra également être portée au secteur automobile. La Commission s'est engagée à réexaminer certaines mesures climatiques, notamment l'interdiction de vendre des voitures à moteur thermique après 2035. C'est d'ailleurs une demande que m'ont récemment formulée les constructeurs automobiles slovaques. Cette révision pourrait, par exemple, permettre la poursuite de la production de véhicules hybrides. Un autre sujet de préoccupation est le mécanisme des quotas d'émissions pour le logement et le transport, connu sous le nom des ETS2, qui, dans les faits, conduira à une augmentation des dépenses liées au logement et au coût de la vie en général. Avec plusieurs autres pays, nous avons réussi à insérer dans les conclusions du Conseil européen une demande officielle adressée à la Commission pour qu'elle propose une révision de l'application de ce mécanisme. La présidente de la Commission a d'ailleurs transmis à tous les chefs de gouvernement de l'Union une lettre détaillant les mesures nécessaires pour renforcer la compétitivité européenne et rendre plus réalistes nos ambitions climatiques. Il appartient désormais au Premier ministre de veiller à ce que les engagements contenus dans cette lettre ne restent pas de simples paroles, mais se traduisent en actions et mesures concrètes. Chers amis, les 27 chefs de gouvernement se sont accordés sur le fait que la compétitivité européenne est en situation de crise et d'urgence. Un nouveau sommet consacré exclusivement à ce sujet se tiendra d'ailleurs en février prochain. Dans ce contexte tendu qui règne aujourd'hui au sein de l'Union, je me dois de revenir sur les propos tenus par le président du Parti Slovaquie progressiste, M. Imeka, qui une fois de plus démontré, selon lui, qu'il faisait partie des grands intellectuels et experts. D'après ce leader de l'opposition, c'est la Slovaquie, un pays de 5,5 millions d'habitants, qui serait responsable du déclin de la compétitivité de l'ensemble de l'Union européenne. J'ai failli m'étouffer lorsqu'il a prononcé ces mots hier, à peine un mètre de moi, dans l'hémicycle du Parlement.
Je me demande s'il a parlé ainsi parce qu'il a confondu le Parlement avec un meeting de rue, où l'on répand toutes sortes de contre-vérités sur la Slovaquie, que tout y va mal, que rien ne fonctionne. Le tout dans l'esprit de la stratégie de Slovaquie progressiste, selon laquelle le rôle de l'opposition serait de nuire à son propre pays. Je crains, pour ma part, que la vérité soit tout autre. Monsieur Imeka ne comprend tout simplement pas la réalité. Son incompétence et son manque de préparation le conduisent à des déclarations qui le décrédibilisent personnellement. La Slovaquie est pourtant l'une des économies ouvertes les plus orientées vers l'exportation au sein de l'Union. C'est pourquoi nous sommes particulièrement sensibles aux effets négatifs des crises qui touchent l'espace européen, en particulier l'économie allemande, étroitement liée à la nôtre par des centaines d'entreprises allemandes employant des dizaines de milliers de personnes. Or, l'économie européenne peine à respirer. Nous perdons en compétitivité, nous souffrons de prix de l'énergie trop élevés, et nous bâtissons des châteaux en Espagne climatique. Nous restons obsédés par la Russie et par l'idée de prolonger indéfiniment la guerre en Ukraine. Et voilà que le jeune monsieur Imeka ose affirmer que la Slovaquie serait la puissance mondiale responsable du déclin de la compétitivité de toute l'Union européenne, forte de 500 millions d'habitants, comprenant l'Allemagne, l'Italie, la France ou les Pays-Bas. Franchement, bravo, maestro. Ce qui s'est joué à Bruxelles dépasse largement le cadre d'un simple sommet européen. C'est un révélateur des tensions profondes qui traversent aujourd'hui l'Union. Les chefs d'État et de gouvernement se sont réunis autour d'un sujet brûlant, la compétitivité européenne. Derrière les formules diplomatiques, la réalité est simple, l'Europe peine à suivre le rythme des grandes puissances mondiales. Le coût de l'énergie y reste parmi les plus élevés du monde développé, et les ambitions climatiques, aussi nobles soient-elles, suscitent désormais des doutes quant à leur soutenabilité économique. La décision d'interdire tout import de gaz russe à partir de 2028 symbolise cette fracture entre le politique et le pragmatique. Certains dirigeants, comme le Premier ministre slovaque, ont osé s'opposer, affirmant que l'Union ne pouvait plus se permettre de sacrifier sa stabilité énergétique sur l'autel de l'idéologie. Mais la majorité a tranché, la ligne dure contre Moscou se poursuit, coûte que coûte. Et c'est là que réside tout l'enjeu. Cet épisode illustre la bataille de fond entre deux visions de l'Europe, celle qui veut incarner la puissance morale, défendant coûte que coûte ses valeurs, et celle qui appelle à la lucidité stratégique, rappelant que sans énergie abordable, sans industrie forte, sans croissance, aucune souveraineté n'est durable. Ce débat n'est pas nouveau, mais il s'intensifie. Il reflète les contradictions d'une Europe en quête d'identité, qui veut à la fois être verte, juste et puissante, tout en restant dépendante de marchés extérieurs pour son énergie, ses technologies et parfois même ses convictions. Ce moment est donc important, car il marque un tournant. L'Union européenne semble arriver à la croisée des chemins entre idéal et survie économique. Concrètement, les conséquences se feront sentir dans les mois à venir. Pour les entreprises européennes, déjà fragilisées par l'inflation énergétique, chaque décision de Bruxelles pèse lourd sur la compétitivité. Pour les citoyens, cela se traduit par des coûts plus élevés, des emplois menacés, et un sentiment diffus que les décisions prises loin de chez eux finissent toujours par impacter leur quotidien. À long terme, si cette dynamique persiste, le risque est double, une désindustrialisation progressive et une fracture politique croissante entre les États membres. Mais au-delà des chiffres et des politiques, il y a aussi un visage humain derrière tout cela. Des travailleurs inquiets pour leur avenir, des dirigeants qui oscillent entre conviction et pression, des peuples qui se sentent parfois oubliés par une Europe technocratique. Cette tension révèle quelque chose de plus profond, le besoin d'un nouveau réalisme européen, capable de concilier les valeurs et la réalité. Nous vivons une époque où chaque choix énergétique, chaque décision économique devient un choix de société, presque existentiel. L'Europe saura-t-elle retrouver cet équilibre entre idéalisme et bon sens? C'est la question que chacun doit désormais se poser. Et vous, qu'en pensez-vous? L'Union européenne doit-elle maintenir le cap coûte que coûte ou repenser sa stratégie face aux nouvelles réalités du monde? Partagez votre avis en commentaire, confrontez vos idées, le débat est ouvert. Voilà, c'était l'essentiel. Si tu veux voir le monde autrement, abonne-toi et partage cette vidéo à quelqu'un qui aime réfléchir, pas juste s'informer. Merci de faire partie de ceux qui choisissent de voir plus loin que les apparences. Parce qu'au-delà de l'actualité, il y a toujours une leçon à retenir.